Salut Lio. Salut Max. Ça va? Ça va et toi? Ça va, on est à Neuchâtel sur un des 2-3 sites où Edge peut s'entraîner. Ici, il y a un dur indoor juste derrière et je suis donc avec Lionel Grossenbacher, responsable de la préparation physique pour Edge, c'est bien ça? Exactement, ouais. Je crois que tu as pris tes fonctions il y a quelques mois, mais tu as déjà rencontré une dizaine de joueuses de l'agence. Exactement, ouais. J'ai été introduit à l'agence à Roland-Garros l'année dernière. Ouais. Depuis, j'ai commencé à intervenir de plus en plus et puis là maintenant j'ai pris un peu la direction de la préparation physique. Tout ce qui est conseil et coaching, plan d'entraînement, testing et tout ça. Trop bien. Et là, on a la chance d'avoir une joueuse, une américaine, Sophia Sewing, Exactement. que tu découvres avec son coach. Exactement, donc oui, une dizaine de joueuses qui sont déjà passées à peu près et Sophia, ben voilà, c'est le premier jour, elle vient d'arriver, elle joue maintenant, on va apprendre à la découvrir un petit peu. Très bien. Tu m'emmènes? C'est parti. Allez, feu. Et comment tu fais pour... parce que là, c'est la première fois que tu la vois jouer. C'est la première fois, la toute première fois là, oui. Comment tu fais pour prendre ta place progressivement dans le projet, sachant que voilà, elle est avec son coach et que tu découvres un peu sa manière de fonctionner, quoi. Ouais. Bon, on est là pour les encadrer, on est là pour les aider de base. Ça veut dire que les premières discussions qu'on a avec eux, j'essaie de leur faire ressentir qu'on est là justement pour ça, qu'on n'est pas là pour prendre la place de qui que ce soit. Donc c'est une découverte qui se fait petit à petit. D'abord on discute un peu aussi des objectifs d'entraînement qu'ils ont. Après moi j'ai déjà aussi souvent accès à la statistique par Fabrice. Donc je connais un petit peu les forces faiblesses de la joueuse avant même de l'avoir vue une première fois. Et puis après voilà, il nous faut quelques jours, on construit la relation, on discute. Le mieux c'est de discuter sur le terrain, donc c'est toujours le mieux, c'est de discuter dans l'action, de voir ce qui se passe. Et puis là on découvre vite beaucoup de choses. Entre ce qu'on voit et ce qu'on observe et ce dont on discute, on a très vite fait le tour du sujet. Et je crois que toi, ta manière de faire, c'est de passer par des tests physiques pour avoir de la vraie donnée sur là où elle pêche, là où au contraire où elle excelle et là où elle peut être renforcée, développée. Ouais. C'est ça? Quel type de test tu fais faire? Alors la panel de tests est assez large parce que les premiers tests qu'on fait, c'est des tests qui sont basés sur la statistique. C'est-à-dire qu'en fonction des forces-faiblesses qui nous sont données par la statistique, je fais les premières observations. Et ça, c'est des observations que je peux faire sur vidéo d'abord. Et là, voilà, on peut voir beaucoup de choses sur la biomécanique, sur les techniques de jeu de jambes, des choses comme ça. Et je dirais que ça, c'est la pointe de l'iceberg. Et après, on doit aller voir en amont. Voilà, s'il y a des problématiques qui sont liées à des qualités physiques. Donc là, on fait des tests de mobilité, on fait des tests de qualité musculaire, que ce soit au niveau proprioceptif, au niveau force maximale. Tu m'as donné des exemples assez concrets avec Carole Monet, par exemple, Oui. qui a bossé très longtemps avec Hervé, son précédent coach, maintenant elle est avec Yannick Dumas, où Hervé de base faisait pas de test physique, donc il la connaissait par cœur. Mais en vrai, l'envers du décor, c'était qu'il y avait une différence de puissance de 30% d'une jambe à l'autre. Donc ça, c'est des trucs hyper factuels que tu peux analyser grâce à tes tests. Oui. Qu'est-ce que tu vas chercher en fait chez le tennisman? C'est quoi le plus important? Où est-ce que tu vas bosser, quoi? Ouais, on prend une situation au hasard, mais là, Sophia, elle est sur un appui qui est un appui bout de course. On va voir si elle remet. Voilà, elle aura parmi. Merci Sophia. Et typiquement, sur les tests que tu fais passer aux filles pour découvrir factuellement là où elles pêchent ou au contraire là où elles sont très fortes, qu'est-ce que tu vas chercher comme info, comme données qui sont propres aux joueurs de tennis? Alors la notion de base par rapport aux joueurs de tennis, c'est toujours la notion de puissance. C'est dans les sports collectifs et les sports de raquettes, la notion de puissance, c'est souvent l'élément central. Et à partir de cette puissance, on va essayer de voir s'il y a un manque de vitesse ou un manque de force, des choses comme ça très simples. Et comment tu la calcules, la puissance? Alors on a des appareils qui peuvent mesurer la puissance, des appareils comme les plateformes de force, des accélérateurs comme le myotest, des tests de détente tout simples. Et puis après, en fonction de ces tests, on va aussi faire des tests de force maximale et des tests de vitesse. Et puis là, on a plus ou moins toutes les données qu'il nous faut pour savoir voilà, quelles sont les ressources du joueur. Là, je crois que tu as déjà vu une dizaine de joueuses à peu près. Est-ce que tu as des cas concrets que tu peux nous partager sur des révélations que tu as eues où tu me citais Carole Monet, par exemple, qui a bossé pendant 10 ans avec son précédent coach qui ne faisait pas forcément faire de tests, donc il la connaissait par cœur. Mais toi, en la testant, tu as remarqué un différentiel de force énorme d'une jambe à l'autre. Est-ce que tu as des cas concrets comme ça que tu peux nous partager? Oui, il y a déjà différentes choses intéressantes qui ressortent. Alors effectivement, chez Carole,
on a cette différence de force maximale qui était très importante entre la jambe droite et la jambe gauche. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce test? Est-ce que c'est un impact vraiment négatif sur sa performance? Ça, c'est quelque chose qu'on doit suivre et observer dans le temps. Mais c'est quelque chose effectivement qu'on va essayer de traiter par l'entraînement. Mais c'est pas forcément, voilà, c'est très complexe. Donc on va essayer de le traiter et voir si ça a un impact positif sur ses performances. Donc toi, ton rôle, c'est de faire un programme que la joueuse va pouvoir suivre après le reste de l'année sur le circuit? C'est plutôt d'établir un bilan en collaboration avec les entraîneurs, avec le coach physique. C'est de leur donner peut-être des indications, des valeurs en plus par rapport à ce qu'ils ont à l'année. Et puis aussi peut-être aussi d'ouvrir l'esprit sur des nouvelles choses qui pourraient faire progresser les joueurs. C'est toujours ça l'intérêt à la fin. Et puis, Exemple avec Yana, est-ce que tu peux nous partager? Yana Kolodinska. Oui, bien sûr. Alors Yana, c'est une joueuse qui a besoin d'énormément de volume d'entraînement au niveau physique parce que c'est clairement sa faiblesse numéro 1 pour atteindre une performance plus élevée. Et là, c'est une équipe pour laquelle on intervient beaucoup. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de structure pour l'entraînement physique. Donc c'est une équipe pour laquelle on définit les objectifs, on crée les séances, on fournit de l'entraînement. Après, des joueuses ici comme Sofia, c'est une joueuse qui est très bien organisée, qui a son staff autour d'elle. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'amener une plus-value avec du testing, avec des discussions, de l'observation sur le cours. Et puis de voir ce qu'on arrive à amener en plus à l'équipe qui est déjà en place. Pour en savoir un peu plus sur ton parcours, je crois que tu as coaché un paquet de temps Vera Zvonareva, ex numéro 3 mondial, mais d'un point de vue physique, c'est bien ça? Exactement, ouais. J'ai fait du suivi en tournoi aussi, Okay. mais sinon principalement la préparation physique. Ouais. Et puis c'était 2018 à 2022, la période de travail. 4 ans sur le circuit avec elle? À peu près 4 ans, pas totalement sur le circuit, elle venait quand même souvent en Suisse aussi. Et puis avec des emplois du temps quand même assez chargés, on a pas mal fonctionné à distance. Et qu'est-ce que tu as appris au contact d'une joueuse du top niveau que tu peux transmettre aujourd'hui à ces joueuses de seconde division, on va dire, qui essayent d'aller chercher le top niveau? C'est ce qu'on essaie de transmettre à tout le monde depuis le plus jeune âge, c'est le niveau d'exigence. Ouais. C'est un niveau d'exigence qui est au maximum tout le temps, un niveau de professionnalisme en dehors du cours, sur le cours. On a touché à ce qui se fait de mieux là, je crois, et ça c'est ce qu'on doit transmettre, je pense, en priorité. Je crois que tu as un comment on dit, je couperai, mais collègue, pas un collègue, un compatriote, voilà. Je crois que tu as je crois, quand on parle d'exigence, j'ai fait sparring la semaine dernière avec Carole Monet qui fait partie de la structure, qui est très intense. Yannick Dumas, son nouveau coach, pareil, et dans l'exigence, il la reprend à chaque fois, il montre et tout. Moi, je pense à un de tes compatriotes, Roger. Quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il est toujours dans le jeu. Comment on peut allier l'exigence d'un côté et le garder ludique et rester dans le jeu du tennis de l'autre? Comment tu fais, toi? Je pense que c'est une question de caractère. D'accord. Il y a des joueurs, si on les emmène dans le jeu, ils vont se perdre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être capables de garder et l'exigence en termes de qualité d'entraînement, ouais, et de garder cette jouerie et ce plaisir. Et je pense qu'il y a aussi des différences entre le tennis féminin et le tennis masculin là-dedans. Ouais. Mais c'est clair qu'à la fin, c'est un objectif. Si on arrive à s'amuser avec un niveau d'exigence très élevé, je pense que c'est quelque chose vers lequel on doit tendre. Et donc tu penses que les filles sont un peu plus du romal, entre guillemets? Quoique, non, ça veut rien dire. Où est-ce que tu situes? Parce que les mecs, en fait, tu les vois, physiquement, c'est des espèces de monstres. Les filles, bon, t'as l'impression que ça lâche rien aussi. Je sais pas si ça joue beaucoup dans les carrés, à faire du touch, en mode le tennis reste un jeu. Où est-ce que tu situes la jauge entre les deux? Là encore, c'est une question de caractère. On va retrouver un peu des différents profils chez les hommes et chez les femmes. Ouais. Il y aura quand même une tendance où les femmes, elles vont être quand même plus rigoureuses sur les aspects techniques, à vouloir travailler plus longtemps, à vouloir être aussi rassurées par rapport à ces éléments-là qui pour elles font partie des éléments qui les rendent performantes. Alors que les hommes, même encore s'il y a des profils de tout type, ils vont avoir beaucoup plus envie de s'exprimer sur l'intensité physique, sur l'engagement physique, des choses comme ça, et sur le jeu. Donc voilà, les deux profils ont leurs points positifs et leurs points négatifs. Il faut trouver le bon compromis. Alors ce que tu me disais, c'est que pour accrocher les wagons avec Edge, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une quinzaine de joueuses pour le moment et 3-4 gars, je crois, c'est à peu près ça? C'est à peu près ça, ouais. Et tu me disais, chaque projet est diamétralement différent, ou presque. Évidemment, ils essayent tous d'aller chercher le top niveau. Qu'est-ce que tu découvres
dans tous ces projets, en quoi ils sont si différents? C'est différent à tout niveau. Déjà, c'est différent parce que chaque joueur et chaque joueuse est différent. Après, ils viennent de pays différents, des cultures différentes. Ils ont des organisations très différentes. Il y en a qui ont tout un staff autour d'eux, il y en a qui ont encore d'entraîneurs, il y en a qui ont des entraîneurs qui ne voyagent pas, alors qu'il y en a qui ont des entraîneurs qui voyagent à plein temps. Après, il y a des joueuses de différents âges aussi, des joueuses qui n'ont pas eu d'arrêt, on va dire, ou d'accrochage durant les carrières, qui sont vraiment là où elles doivent être, Ouais. et des joueuses qui sont un peu perdues en cours de route. C'est illimité. Et où est-ce que tu prends ton plaisir avec Edge dans la diversité des projets par rapport à cette époque où tu étais avec Vera, par exemple, sur le circuit? Ouais, c'est un rôle qui est complètement différent, dans le sens où on n'est pas responsable individuellement de chaque projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas la pression du coach, la pression immédiate de résultat. Ouais. On est plus là avec une certaine distance, peut-être des yeux aussi un petit peu plus frais et moins sujets à l'émotion. Ouais. Et puis voilà, on est là un petit peu en amont et on a une vue différente, c'est très intéressant. Comment tu crées la relation avec les joueuses? Comment tu essayes petit à petit de prendre ta place, de créer de la proximité, de devenir un référent aussi, parce que c'est important d'avoir une certaine, pas autorité, mais un mélange entre expertise, autorité, proximité. Comment tu fais? Je crois que mon rôle principal, c'est de sentir qu'elles sont encadrées par l'agence. C'est-à-dire qu'elles sentent que Edge est là, Ouais. qu'il y a une présence, qu'il y a un soutien et que plus ou moins, quoi qu'il arrive dans leur carrière, on est présent d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro un. Après, les joueurs sont toujours très méfiants parce qu'ils n'aiment pas prendre des risques. C'est-à-dire que leur entourage, c'est leur ancrage principal. Mhm. Et là, bon, on doit faire valoir des compétences sociales, de communication, de respect de qui ils sont, de ce qu'ils ont mis en place. Et puis petit à petit, on rentre naturellement dans le projet et puis on peut commencer à les aider quoi, de manière active. Tu savais qu'une telle structure comme Edge existait quand tu étais sur le circuit avec Vera? Pas du tout, non. C'est assez neuf, non? Comme, Je ne connais pas le fonctionnement de toutes les agences, mais je crois avoir compris que ce genre de système est quand même plus ou moins révolutionnaire. Ouais. C'est aussi un système dans lequel les agences investissent plus. Ça veut dire que c'est un système plus risqué aussi en termes de business plan. D'accord. Maintenant, je suis content que ça existe parce que c'est un système vraiment qui donne la chance aux joueurs, aux joueuses de se développer dans un environnement sain. Ouais. Aussi, donc il y a du soutien financier, il y a du soutien moral aussi, et il y a de la prestation avec la statistique, avec le conseiller coaching. Préparateur mental. Préparateur mental qui va rentrer aussi très prochainement dans la structure. Un agent. Un agent, donc voilà, il y a de l'aide à tout niveau, au niveau sponsoring, au niveau matériel, au niveau des wildcards, au niveau sportif. Donc je pense que c'est quand même un fonctionnement assez nouveau. Et pourquoi tu dis révolutionnaire? En quoi c'est révolutionnaire et nouveau? C'est quand on parle d'agence, théoriquement le but numéro un c'est de faire de l'argent. D'accord. Donc là je pense que faire de l'argent, ou en tout cas au moins tourner ou aller là où on veut aller en tant qu'agence au niveau financier, je pense que la motivation est à pied égal avec le projet sportif. Lionel, histoire de bien nous faire comprendre ce que tu as vécu sur le circuit au top niveau avec Vera Zvonareva, est-ce que tu aurais 2-3 anecdotes? C'est un peu notre spécialité sur Tennis Légende, même si là on parle de haute performance avec Edge. J'essaye de coller aux deux. Qu'est-ce que tu peux nous partager avec Vera? Ouais, je pense qu'il y a 2-3 choses intéressantes. Pour revenir sur le niveau d'exigence, la première chose, c'est je me souviens parfaitement du premier entraînement physique où sur une série de squats simples, je tourne la tête, elle s'arrête, elle me dit Hey Lionel, est-ce que je suis en train de bien faire mes squats? Et là, j'ai tourné la tête 2 secondes et demie, quoi. Ah, j'ai tourné la tête 1 seconde. Et là, je me dis bon là, il va falloir être présent. Très 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 bon moment. D'ailleurs, juste parenthèse, comment tu as commencé à connecter, à travailler avec une joueuse si forte? Alors j'étais à l'US Open avec un jeune pour le tournoi junior. Et là je tombe sur un entraîneur, Arnaud de Cugis, que je connais du réseau suisse. Et il m'appelle ensuite 3 semaines après, il me dit ah bah tiens, on s'est vu à l'US Open, j'ai commencé à entraîner Zvonareva qui veut refaire un comeback. Est-ce que tu serais intéressé à t'occuper de sa préparation physique? Elle était combien à ce moment-là? Je pense qu'elle était aux alentours de la 180e place, quelque chose comme ça, top 200, ouais, top 200. Et vous êtes remonté combien ensemble? On est remonté autour de la 60 ou 70e place, je pense, par là autour. Et un top 30 en double. C'est beau. Avec une victoire à l'US Open en double avec Laura Zygmunt. Où tu y étais? J'y étais pas, malheureusement. Ah, dommage. Alors, numéro 2.
Numéro 2 sur le tournoi de Rome, une très belle expérience où là je la suis comme traveling coach. Premier tour de la qualif, ça se passe pas bien, elle joue contre une chinoise je crois, elle perd 6-2. Elle se retourne vers moi, elle me dit je vais tout balancer, c'est tout de la merde, je vais tout frapper fort. Et là il y a 2 jeux où elle fait 8 fautes directes, elle envoie que des avions. Là je me dis bon, comme avec les juniors, je vais prendre mon sac, je vais y aller, je vais rentrer à la maison. T'as fait ça beaucoup avec les juniors ou tu t'es barré en plein tournoi? Pas beaucoup, mais ça m'est arrivé. Ouais, ça m'est arrivé au Brésil, en Turquie, ça m'est arrivé. Ouais, pas de rentrer à la maison, mais ça m'est arrivé de quitter le cours, bien sûr. Ouais. Au moins à l'hôtel, quoi. Une Gilles Servara, quoi. Ou derrière le buisson pour bien montrer qu'on n'est plus là. Ça marche le coup de l'électrochoc? Ça peut marcher, ouais, ça peut marcher. Ouais, ouais. Ou au moins, si on sait que la victoire elle est plus en jeu, ça lance un message, en tout cas pour la suite. Ouais. Mais c'est en tout cas pas une finalité, ça c'est sûr. Moi je t'ai coupé, pardon. Rapproche-toi un chouï. C'est pas grave, ouais, pardon. Et ouais, donc premier tour de la qualif, et là par contre, tout d'un coup tout se met en place. Elle commence à bien jouer, elle gagne tranquille derrière, et on fait qualifier 3e tour avec une victoire à top 10 dans le tableau principal. Énorme. Et très très belle semaine, ouais. Et c'est là où elle joue Ashley ou pas? Non, alors Ashley, ça c'est le 3e très très bon moment, grosse expérience. Je la suis sur le dernier tournoi que j'ai fait avec elle à l'US Open 2022. Et là, tirage au sort, premier tour, elle joue tête de série 1, Ashley Barty sur le Arthur Ashe. Wow, incroyable, plus gros cours au monde. Plus gros cours au monde, c'était exceptionnel. Oh. Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant dans le box? J'avais l'impression d'être un spectateur au début. Ça m'a demandé un peu de concentration pour me retrouver dans la concentration, ouais, dans l'état d'esprit du coach. Et tu étais solo avec elle ou avec un coach tennis? Qu'est-ce que tu gérais toi à ce moment-là? Non, là j'étais solo, je gérais ce que je pouvais gérer au maximum. Sa préparation physique, sa préparation, et puis les aspects un petit peu organisationnels, le tennis quand même. On avait préparé le match aussi avec l'aide de Fabrice. Et puis on a fait le maximum. On a eu une balle de 7. Ah, c'est propre. Et dans le vestiaire, juste avant de rentrer sur le court, comment vous étiez? C'est quoi les images? Je dirais dans l'heure qui précède le match, plus grand chose. On discute plutôt avant. Elle est ultra professionnelle dans l'heure qui précède le match. Elle fait son échauffement, elle est dans sa bulle. Je crois que si on a des choses à se dire avec quelqu'un comme elle, il faut se les dire avant. C'est 1 à 2 heures avant le match, elle est déjà dans son job. Là, c'est la championne qui parle après. Et comment tu prépares le match contre Ashley Barty? C'est quoi le plan de jeu? Le plan de jeu, c'est de réussir à contrer ses forces d'abord. Donc c'est réussir à gérer son service, à gérer son coup droit. Et ensuite à mettre son jeu en place le mieux possible. C'est pas facile, c'est pas simple. D'ailleurs, on a eu des bonnes opportunités. Là, on est arrivé sur des balles de 7. Mais elle sauve les balles de 7 avec service gagnant. Elle sauve une balle de break sur un coup droit gagnant. Donc c'est pas simple, mais le plan de jeu était clair en tout cas. Score final? 6-2, 7-6, je crois. Ouais, pas dégueu non plus. Et tu es dans un projet assez engageant aussi, puisque tu suis un jeune depuis qu'il a 6 ans, et aujourd'hui il est aux portes du top 300, non, c'est pas ça? Je le suis depuis qu'il a 6 ans. On a fait Damien Wenger. Ouais. On a fait les grands chelem juniors ensemble, donc il est arrivé top 25 en junior. Là il est top 400. Et puis on fait le chemin, on a fait le chemin depuis qu'il est tout petit. Et on aimerait quand même aller encore un petit bout. Énorme. Comment tu répartis ton temps aujourd'hui entre Edge, ces 15 filles, ces quelques mecs qui arrivent, Vera qui te demande des semaines à droite à gauche, Wenger qui est toujours dans le giron? Comment fais-tu, Lionel? Là, il faut fixer un peu des priorités actuellement. Donc, Edge, c'est une grosse priorité dans le sens où il y a quand même un volume de travail et énormément de choses à mettre en place. Donc, c'est un mandat qui est vraiment ultra intéressant et challengeant. Vera, c'est quand même, il n'y a plus grand chose dans le sens où elle est vraiment sur la fin de carrière. Elle joue quelques mois en double. Donc là, j'ai pas tellement d'engagement auprès d'elle. Et Wenger et encore 1 ou 2 autres joueurs au club, à la PM Academy ici à Neuchâtel dont je m'occupe. C'est encore des semaines, des mandats. On va spécialiser un petit peu ou professionnaliser encore un petit peu plus le team autour de lui. Je vais pouvoir mettre plus d'énergie sur la préparation physique, donc faire ce job-là encore mieux qu'avant et de manière compatible aussi avec le travail chez Edge. Et puis on va essayer de lui mettre plus de suivi aussi avec mon collègue Pablo Minutella sur l'entraînement tennis. C'est ton académie ? Non, c'est l'académie Pablo Minutella, personne avec qui je travaille ici à Neuchâtel depuis une bonne quinzaine d'années.
Et voilà, on va travailler maintenant vraiment ensemble sur le projet Damien Wenger. Fabrice Sbarro, qui t'a fait rentrer, je crois, hein, dans la structure, le statisticien. Comment est-ce que tu bosses avec sa stat? Alors avec Damien Wenger, je bosse avec sa stat depuis le début. Quand il était encore dans sa cave à vouloir à montrer au monde qu'il était compétent et qu'il avait un outil de dingue. Alors juste pour avoir du contexte, Fabrice a mis 12 ans avant d'exploser, on va dire, sur le circuit. Et il avait statsé plus d'1 million de points. Enfin, c'est un mec qui est obsédé par la stat. On a fait plus de 30 heures de contenu sur Tennis Legend, donc si vous ne le connaissez pas, allez chercher. Mais voilà, aujourd'hui, il a quasiment 20 profils avec Edge, 10 ou 12 joueurs dans le top 100. Enfin, le gars est en place. Mais toi, du coup, dans ta préparation physique, dans ton approche physique, comment est-ce que tu te sers de la stat? On se sert de la stat d'abord pour... d'abord, c'est une analyse d'abord technico-tactique où on détecte les points forts, les points faibles, les zones d'efficacité ou les zones qui manquent d'efficacité. C'est un point de départ pour une analyse spécifique au niveau de la préparation physique. C'est-à-dire qu'on va tout le temps essayer de déterminer pourquoi, par exemple, un coup droit long de la ligne est déficient. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est un problème d'attention? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que c'est technique? Ou est-ce qu'il y a peut-être justement une cause physique qui fait que cette situation de jeu n'est pas la meilleure? Une fois qu'on a déterminé ça, après on va creuser un petit peu plus loin et on regarde s'il y a quelque chose à faire par l'entraînement physique. D'accord. J'avais une autre question. Je sais plus. Décompression. Tiens, il joue là. Ouais, ça joue sur terre. Tchic-tchac. Ah oui, voilà. Reviens un petit coup, ouais. Pas trop loin. Fab, justement, son rêve, il le dit haut et fort, gagner des grands chelems avec des profils qu'il a envie de monter le plus haut possible et d'optimiser le mieux possible chez Edge. Ton rêve à toi avec Edge, quel est-il? Je crois que ce rêve-là, on l'a tous. C'est quand même c'est un beau rêve. Et c'est l'idée de son rêve, c'est vraiment de gagner un grand chelem avec son équipe. Ça veut dire des gens avec qui il travaille, un projet avec lequel il travaille depuis la base. Mon rêve, oui, c'est un rêve vraiment très ambitieux qui va prendre du temps. Je crois que mon rêve à moi, c'est de pouvoir exploiter un maximum tout ce qu'on peut exploiter en termes de suivi, de compétences, mettre en place quelque chose qui n'a jamais été fait en fait dans le suivi d'une agence. Ça, c'est plus qu'un rêve, c'est un objectif, c'est un challenge. Mais le rêve, je crois que de gagner un grand chelem, on l'a tous. C'est bon ça. Putain, j'ai envie d'éternuer, c'est un scandale. J'ai un chat dans la gorge là. Juste pour. J'ai pas de goutte. Je suis dur. Putain, juste pour terminer, on vient de parler de Fabrice, il y a Guillaume Ducré aussi, le statisticien, il y a un prépa mental, tu l'as dit juste avant, qui va rentrer dans la structure. Dan est cofondateur. Comment est-ce que tu vis dans ce groupe? Comment ça marche en fait, Edge, de l'intérieur? De mieux en mieux. Ça marche, je ne sais pas comment exactement ça a été fondé et quelles étaient exactement l'organisation de base. Je pense que c'est une structure qui est très jeune, qui s'est mise en place très vite, et puis qui s'est mise en place très vite sur un milieu extrêmement concurrentiel où il y a énormément de choses à faire. Donc là, on met beaucoup d'énergie sur la structure, sur la communication, sur la détermination des rôles, la fixation d'objectifs. Finalement, comme un projet de joueurs où on met tout ça en place, on est en train de faire à peu près la même chose pour être plus efficace, pour atteindre des objectifs plus rapidement. On travaille énormément sur la structure et la communication. Là. Et donc, tu me l'as montré tout à l'heure à l'image, mais tu vas devoir me le redire à l'oral. Ici, autour de Neuchâtel, vous êtes en train de monter un camp d'entraînement dont tu es le référent, on va dire, avec une maison carrément. Alors pas une maison libre toute l'année, mais une sorte de bed and breakfast où les joueuses peuvent venir à tout moment, avec même un cours en terre battue qui peut être exploité de temps en temps, sur lequel elles peuvent jouer. Tu peux nous parler un peu de cette structure que tu t'essayes aussi de mettre en place? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas vraiment un camp, ce qu'on essaie de créer, c'est une base européenne par laquelle les joueurs, les joueuses et leur staff peuvent passer à n'importe quel moment. Entre deux tournois? Passer entre deux tournois, passer pour des évaluations physiques, passer pour de l'entraînement aussi. Et là, c'est vraiment en fonction des besoins. Donc on a ce besoin, je pense, dans l'agence d'avoir cette base, ce pied-à-terre, aussi pour pouvoir venir voir les experts. Fab habite pas loin non plus. Dan Sach est aussi tout près.
Donc l'idée, c'est voilà, de centraliser un peu les compétences et de mettre un pied-à-terre à disposition. Et effectivement, on est en train de discuter avec un bed and breakfast, qui est une espèce de maison un peu privative, avec une piscine, un terrain en cours, terre battue. Un cours... Bien. C'est pas mal ça, là, un terrain en cours. Un cours en terre. Un cours en terre battue. Et voilà, ça se met en place gentiment et je pense qu'on va pouvoir développer de plus en plus de choses grâce à ça. Et de l'extérieur, c'est la folie quand même, cette agence, on est d'accord. Enfin, ça paraît fou quand même, tous ces moyens mis à dispo pour des joueurs, des joueuses. Je sais pas comment tu... On en a parlé tout à l'heure, un peu indirectement, quand tu étais sur le tour avec Vera, mais de l'intérieur, toi qui en fais partie maintenant, comment tu le vis, quoi? Je crois que c'est une question d'optimisation. Ça paraît être un gros engagement, ça paraît être mettre peut-être énormément de moyens à disposition. À la fin, c'est une question d'optimisation, c'est-à-dire optimiser nos forces, optimiser nos interventions, et puis optimiser aussi l'entraînement des joueurs. Ouais, et je rebondis dessus, ce qui est incroyable, c'est que aujourd'hui, il y a des profils qui sont aux portes du top 200, 300, mais qui sont encore très peu optimisés. Ce que tu essayes de nous dire aussi. Enfin, tu parlais de Yana tout à l'heure, Kolodinska, qui est arrivée 300e mondiale sans trop faire d'entraînement physique. Certaines s'échauffent très peu. Donc toi, tu essayes d'homogénéiser tout ça et de professionnaliser un peu leur approche à toutes, quoi. Exactement. Là, je pense que c'est un rôle essentiel. C'est-à-dire que les coachs, ils vivent 300 jours par an avec les joueurs, les joueuses. À un moment donné aussi, les messages sont plus difficiles à faire passer. Voilà, c'est des choses simples. On est en train de parler presque de niveau junior, mais de mettre des échauffements en place, d'être strict sur la planification, même le travail d'un coup, des choses comme ça. C'est clair que là, on a un poids supplémentaire, un avis supplémentaire, et si on arrive à créer une relation de confiance avec les équipes, eh ben c'est un petit message qui peut avoir plus de poids ou un poids qui peut faire la différence. Top, merci Lio pour cette première présentation, ces échanges, et puis il y en aura d'autres, je suis là 2 jours, donc si j'ai des questions, je crois que je sais où te trouver. Avec plaisir. Allez, on y va. En 2 mots, Lio, on est où et qu'est-ce qu'on fait là? Alors on est au Fitness Body Capital, c'est le partenaire pour Edge ici au niveau du fitness. Aujourd'hui on va suivre le programme à Sofia, le programme qu'elle a reçu de son coach physique. Et comme sur le tennis avant, c'est un peu une première, donc on va suivre un peu son programme. Moi je vais évaluer un petit peu là où elle en est. Et puis on va profiter de la belle salle. Et je crois que tu vas lui caser 1 ou 2 tests si tu y arrives, non, c'est pas ça? Exactement, un petit peu à l'intérieur, on va placer 2-3 évaluations plutôt en termes de mobilité force. Quelque chose qu'on peut introduire à l'intérieur de son programme sans que ce soit péjorant sur ces exercices. Bon, là c'est une période du coup de bloc d'entraînement. Il lui faut des sessions de combien de temps? Et est-ce qu'il en faut 1 ou plusieurs par jour? Sur la phase de rappel d'entraînement là? Ouais. Bon, sur la phase de rappel d'entraînement, je pense que si elle a une bonne séance physique par jour, c'est suffisant. De combien de temps? Ça va dépendre des thématiques, entre 60 et 120 minutes. Mais globalement, entre 60 et 90 minutes, je pense qu'on va pouvoir caser toutes les séances. Donc 90, 1h30. 90 minutes. Et en période de tournoi, tu recommandes quoi comme entretien? En période de tournoi, c'est de suivre le fil rouge. Non, ça veut dire définir 1 ou 2 objectifs principaux qui sont à développer sur le long terme. Parce qu'on a beaucoup de compétitions, donc si on s'entraîne qu'entre les tournois, finalement, on ne s'entraîne pas beaucoup. Donc c'est de respecter 1 ou 2 entraînements types sur lesquels on veut vraiment progresser. Et chaque fois qu'on a un petit peu de temps, 3-4 jours, eh ben on met l'accent là-dessus. Et sinon, c'est du repos, garder les athlètes frais. Donc c'est récupération, repos, un peu de prévention. Tout tourne autour de là-dessus, avec 2-3 entraînements sur les fils rouges. Donc quand il y a 3-4 jours, c'est plus des séances un peu plus light d'1 heure? Ouais, c'est light, c'est 1 heure, c'est des bons échauffements, des bons retours au calme. Et peut-être si on a 3 jours, on peut mettre une séance vraiment d'entraînement où on recherche la continuité dans la progression. Et tu inclus du stretching? Yes. T'es comment sur la récup? Combien de temps le stretching par exemple? À quelle fréquence? Là, ça va vraiment dépendre des individus, ça va dépendre des jours aussi. Sur les jours où à grosse intensité et à grosse charge sur l'organisme, je mets plutôt moins de stretching. Je mets plus de récupération cardiovasculaire, de massage si possible, du travail en douche contrastée, des choses comme ça. Yeah, over there.
Et les jours qui sont un peu plus légers, où la musculature elle n'est pas trop touchée, ben là on met un petit peu plus de stretching. Ouais. Il n'y a pas encore de physio à Neuchâtel pour les filles? Ici on peut travailler avec les physios qui sont ici. Dans la salle? Qui sont ici dans la salle, ouais, parce que c'est une salle de physiothérapie. Donc on a 4-5 physios qui travaillent ici à plein temps. D'accord. Physio du sport, ou kiné, comme on dit en France. Et donc on a accès à ces prestations-là si nécessaire. Qu'est-ce que tu viens tester sur l'exercice en équilibre juste avant le volet? On a testé un petit peu de proprio, de voir la stabilité cheville, genou, hanche, voir où elle s'est située. On est sur un test extrêmement statique, donc c'est une première information, mais c'est intéressant de voir ce qu'ils arrivent à produire et s'ils ont de la peine à le produire et s'ils arrivent à progresser. Sur le test d'équilibre en bipodal avant, c'était moins bon. Lio, cette première journée avec Sophia et son coach, comment tu les as trouvés? C'était très bien, ils étaient un petit peu fatigués quand même du week-end et du trajet. On est allé tranquille, on a fait une petite séance sur le terrain, on a fait une petite séance ici au fitness sur un programme de son coach physique. Écoute, on a appris à se connaître un peu, on a fait 2-3 exercices à droite à gauche, pas grand chose, c'était assez léger, mais assez pour déjà se faire une petite idée de qui ils sont, de comment ils travaillent. Et puis on a encore quand même quelques jours pour approfondir. Dans le jeu et dans le physique, tu la trouves comment? Elle est appliquée, c'est assez propre. Je pense qu'il y a quand même encore pas mal de potentiel à aller chercher, notamment dans le travail musculaire. Stabilité articulaire aussi, dans le gainage, il y a des pistes. Je pense que c'est dans la coordination et dans tout ce qui est cognitif qu'elle est la meilleure. On va voir un petit peu dans les jours qui viennent si les choses se confirment. Mais il y a des bonnes bases, mais il y a de quoi construire aussi. Elle est 99, donc elle va avoir 24 ans. Est-ce qu'elle est quand même au-delà de la 450e place? Tu sais combien elle a été au meilleur? Je sais pas, autour des 400 je pense, ouais. Mais je pense pas qu'elle soit passée en dessous de la barre des 400 WTA. Tu me parlais un peu plus tôt. À confirmer quoi, ouais. Tu me parlais un peu plus tôt des années cruciales entre 19 et 22 où ça n'avait pas forcément pété. Est-ce que tu penses que sur le papier c'est trop tard pour ce genre de joueuse? Ou que le potentiel peut être encore exploitable? En toute objectivité, Lionel. En toute objectivité, c'est comme on parlait déjà ce matin, c'est extrêmement complexe et le mental il joue un gros rôle. Donc elle a quand même beaucoup de choses qui sont en place, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement. Donc si ces choses-là, si tout se combine bien, si elle arrive à créer le puzzle, évidemment elle a quand même déjà des armes pour aller en qualif de Grand Chelem par exemple. Maintenant pour atteindre ce niveau-là, ou mieux, de manière on va dire constante, sur plusieurs années, je pense qu'elle a quand même encore des progrès à faire, y compris au niveau physique. Je pense qu'elle a un bas du corps qui peut être quand même amélioré en termes de stabilité, de puissance. Elle a eu un problème au genou. Est-ce que ce problème au genou va lui permettre de progresser, de pouvoir travailler suffisamment dur pour pouvoir progresser? Ça, c'est des questions auxquelles je ne peux pas répondre maintenant, je la connais à peine. Il y a quand même du travail à faire, elle n'est pas jeune. Donc les chances, évidemment, les chances sont moindres. Mais il y a de la place pour grappiller des rangs quand même. Globalement, sur la relation que tu as eue avec eux sur la journée, c'est similaire avec les autres projets, les autres joueuses ainsi que leur coach? Ça se passe plus ou moins de la même manière ou pas? Comme on disait, tous les projets sont un peu différents, les relations sont un peu différentes. Je pense que sur le long terme, il y a une confiance qui va s'installer très facilement. Là, j'ai l'impression qu'ils craignent un petit peu qu'on rompe leur processus, leur rythme de travail, leurs habitudes. Donc j'y vais vraiment tranquillement. Et puis de toute façon, c'est pas le but de rompre ça. Le but, c'est de garder cette stabilité, d'amener des pièces supplémentaires. Donc je pense que ça va très bien se passer avec eux. Bon, allez, un peu de stretching pour moi et on se retrouve demain. Une petite séance de tennis quand même. Allez. Great Cool. first day. Yeah, not bad, not bad. Thank you. Thank you so much. We get to know. Ok, Liu, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est? Alors on est à Neuchâtel en Suisse, dans une petite ville juste à côté. Ce centre sera la maison Edge, où est en train de devenir la maison Edge, dans laquelle on va accueillir tous les joueurs et joueuses. On a l'embarras du choix, mais ici on a le terrain, voilà, c'est facile. On a une piscine en option, on a les chambres que je vais te montrer. Allez, on y va. Donc là on est au top. Et donc tu en reçois à quelle fréquence des joueuses ici? On est quand même sur le début du processus. Donc là pour l'instant on a quand même reçu déjà une dizaine de joueurs, joueuses depuis le mois de février je dirais. Ouais. Et puis voilà, l'idée c'est que normalement ça devienne une routine un petit peu. Et c'est quoi
L'idée, c'est entre 2 tournois, elles viennent se préparer au fur et à mesure de la saison, ou tu as des gros blocs de temps en temps, ça marche comment? Ouais, il y a un petit peu de tout alors, parce que l'idée c'est vraiment de donner un service individualisé. Donc on va avoir des joueurs qui auront besoin d'une base pour transiter, on a des joueuses qui auront besoin de recevoir de l'entraînement aussi. Ouais. Donc certaines joueuses ou joueurs qui auront besoin ou qui auront envie d'avoir des évaluations physiques qu'elles n'ont pas chez elles. Donc nous, notre rôle, c'est de fournir un petit peu toutes ces différentes choses en fonction des besoins de chacun. Donc voici l'exemple d'une chambre type. Certaines ont la salle de bain, la douche à l'intérieur, d'autres non. Ouais. Et puis voilà, c'est très appartement, très confortable. C'est un petit peu les chambres comme à la maison. Familial. C'est très familial et toute l'enceinte est très familiale aussi. Très cool. Et puis aussi, on voit qu'il y a un petit coin cuisine. C'est pas très grand, mais ça joue. Mais on est au top, ça joue. Non, mais c'est important aussi qu'elle puisse cuisiner. Voilà, tout le monde n'a pas les moyens non plus d'aller au restaurant tout le temps. Ouais. Donc voilà, ça le fait. Donc ça le fait quoi, les petits déjeuners ou le soir ou la nuit, s'ils ont besoin de cuisiner quelque chose, je pense que c'est important. Aussi pour respecter certaines habitudes. L'idée c'est quand même de faire une préparation au terre. Ouais. Là ils vont mettre l'accent avec Sophia sur 15 jours sur l'entraînement physique. Donc si le temps le permet et que le cours devient bon, on va essayer de taper sur la terre ici. Ouais. Et puis sinon ce sera fitness, ce sera dur indoor. En tout cas on va trouver de quoi travailler et s'entraîner, ça c'est sûr. Sophia et son coach restent combien de temps? Alors ils seront là 15 jours. Mais ils jouent les matchs par équipe à Heidelberg entre temps. C'est-à-dire que là, le week-end dernier, ils étaient en Allemagne, ils sont arrivés hier soir. Ils sont venus profiter des installations et de la maison Edge là pour 5 jours. Ouais. Ils repartent en Allemagne et ils reviennent la semaine prochaine pour compléter leur microcycle. Ils font un petit microcycle de 15 jours pour attaquer ensuite 6 à 7 tournois en Europe sur terre battue. D'accord. Superbe. Voilà, ça c'est le plan pour eux. Ouais, bien, parfait. Est-ce que tu peux nous dire quel est le programme du jour? Programme grosse séance de tennis ce matin et grosse séance physique l'après-midi. D'accord, donc pas de physique juste après le tennis, il y a une pause entre les deux. On va faire une pause aujourd'hui pour avoir 2 séances qualitatives. Et quand tu dis grosse séance, c'est combien de temps chacun? Le tennis, c'est 2 heures, 2 heures et demie, avec quand même quelques tests de vitesse derrière, très peu, 20 minutes. Et l'après-midi, je dirais 1 heure et demie. Bien. Où est-ce qu'on enchaîne? Sur le physique, tu vas lui faire quoi? J'ai vu que tu avais préparé quelques objets. J'ignore l'existence. Peut-être tu nous les présenteras cet après-midi, mais déjà tu peux nous en dire un mot? Je peux vous en dire un mot, c'est des cellules photoélectriques. Donc c'est ce qui s'utilise pour les mesures de vitesse. Ouais. On va faire quelques tests de vitesse en ligne droite, en changement de direction et en agilité. D'accord. Et donc quoi, tu as des capteurs dessus qui te permettent de prendre quoi précisément? Ouais, ils prennent tout, ils prennent en compte le départ, l'arrivée. Entre le départ et l'arrivée, on peut créer le test qu'on veut. Okay. Et bon, c'est précis, c'est aux millisecondes. C'est Edge, c'est la performance. C'est ça. Alors, dans ton cahier, juste derrière que tu es en train de planquer, tu as un paquet de notes avec des fiches de joueuses qui sont passées entre tes mains. Est-ce que tu peux nous dire d'un point de vue physique, comme ça c'est ta spécialité, en 3-4 mots, ce que tu penses des joueuses, de leur profil peut-être, physique? On va commencer avec Sophia qui est juste derrière, qui s'échauffe au service. Alors Sophia, c'est encore tout frais, c'est le deuxième jour où je la vois. On peut déjà voir qu'il y a un peu des instabilités au niveau des membres inférieurs, donc ça c'est déjà une piste de travail. Maintenant on va essayer de faire quelques tests pour être un petit peu plus sûr de ce qu'il y a vraiment au fond. Entre ce qu'on voit et ensuite ce qu'on mesure, il y a parfois des différences. Mais je dirais que la piste de travail numéro 1, ce sera ça. Ce sera renforcer les membres inférieurs en stabilité et peut-être aussi en force maximale. Et tu me disais qu'elle était un profil plus aérienne que terrienne. Tu peux nous expliquer à quoi ça correspond? Oui, c'est des profils moteurs qui sont plus ou moins forts selon les joueurs. Elle a un profil assez fort sur le côté aérien, c'est-à-dire que c'est une joueuse qui danse. Si ça parle un peu à tout le monde, ça c'est une joueuse qui danse sur le terrain un petit peu. Plus sur la pointe des pieds. Exactement, plus sur l'avant des pieds, plutôt un peu suspendu comme ça, quelqu'un qui n'est pas très proche du sol. Ça donne des bonnes qualités pliométriques, ça donne des bonnes qualités de démarrage. Parfois ça peut péjorer un petit peu les équilibres ou la stabilité.
Voilà, il y a un petit peu les bénéfices et les désavantages des profils. Et du coup, quand tu es sur la pointe, il faut bosser quoi en prio? Parce que tu disais que son jeu de jambes était top, qu'elle volait, que c'était hyper délicat, tout ça, mais qu'est-ce qui reste à bosser du coup si c'est pas le top du top? Alors c'est un avantage en général sur les démarrages, c'est tout ce qui est petit jeu de jambes, tout ce qui est décalage, on va dire déplacement dans la profondeur du cours. Après quand il s'agit d'agrandir le jeu de jambes, d'aller sur du moyen ou du grand jeu de jambes, là il y a des notions de puissance aussi qui rentrent en ligne de compte. Et ça c'est quelque chose qu'on a encore mesuré, qu'on va mesurer aujourd'hui d'ailleurs cet après-midi au fitness. C'est de savoir est-ce qu'elle a la puissance aussi, est-ce qu'elle a les qualités elasто-musculaires pour produire aussi des déplacements rapides sur des plus grandes distances. Ok. Alors en 2 mots, pareil, que puis-tu nous dire? Alors remontre-moi tes fiches parce que les noms qui sont passés entre tes mains, je ne suis pas sûr. Qu'aimerais-tu savoir? Le profil physique en 10 secondes de Masha, d'ailleurs son nom de famille, tu peux nous le redire? Timofeva. Très bien, qui a gagné les petits as, je Qui crois. a gagné les petits as, exactement, et qui est autour de la 200e place WTA maintenant. Ok. Alors Masha, c'est un profil de puissance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quand même une bonne masse musculaire, qui est très très puissante, très très forte dans la force maximale. Là, le challenge pour l'instant, c'est un peu comme Sofia, elle manque cruellement de stabilité articulaire. Donc là, on va essayer encore d'aller chercher un petit peu de la stabilité là, dans les membres inférieurs, aussi pour pouvoir faire en sorte que sa puissance, elle s'exprime d'une meilleure manière, et pour des soucis de prévention. Ok. Deuxième personne. Daria Stakova. Daria. Alors juste aussi, avant de parler de Daria, Sofia qui est juste derrière nous était 9e joueuse mondiale junior, tu savais? J'ai appris ça ce matin. Ouais, pareil. Merci les sources. D'ailleurs, je ferai une petite interview avec elle en complément. Et la spécificité de Sofia, c'est qu'elle fait ses études en parallèle. Et en fait, comme elle est de Miami et qu'elle était 9e junior, elle avait forcément un énorme potentiel. L'université de Miami lui a dit, à 18 ans, viens faire un semestre dans l'université. Si tu joues ne serait-ce qu'un semestre pour nous, on te donne une bourse à vie. Donc elle fait ses études gratuitement. Ça lui prend du temps puisqu'elle a bientôt 24. Mais en tout cas, c'est une opportunité de dingue, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est quelque chose qui se fait maintenant régulièrement au collège. Il suffit de participer à un semestre et ensuite, alors pour les bourses, je ne sais pas, mais en tout cas ensuite ils ont accès plus ou moins quand ils veulent aux études. C'est-à-dire qu'ils peuvent revenir, ils peuvent faire leur semestre, partir sur le circuit, revenir 3 ans après et ils ont toujours accès à leur bourse. Ouais, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle faisait ses classes en ligne uniquement et principalement l'été en prenant un petit peu moins. Normalement, tu en prends 4-5, elle en prend 2-3 pour pouvoir gérer. Voilà. Donc Daria Stakova, son profil, elle est combien à peu près et d'où vient-elle? Alors Daria est russe et elle est, je pense, aux alentours de la 180e place WTA. Ouais. Le profil, alors là on est déjà sur une athlète qui est quand même proche des performances qu'on peut espérer avoir dans le top 100. C'est une athlète très complète. On est vraiment sur le traitement des blessures avec elle, sur la continuité, sur, on va dire, on polit la machine. Donc c'est vraiment, elle a beaucoup de petits soucis à droite à gauche. Donc c'est pas tellement un problème de performance, c'est plus un souci de santé. Ça veut dire que naturellement, elle est plus douée ou elle a tout simplement beaucoup plus bossé et était beaucoup plus pro que les autres? Je pense que c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'elle a un gabarit assez type pour le tennis féminin. Elle a aussi bien travaillé. C'est-à-dire que c'est une joueuse qui n'a pas eu trop de trous dans son entraînement avec les années. Et puis, elle est très professionnelle. Ça veut dire que aussi les blessures là, si elles se produisent ou les petits pépins qui se produisent, c'est parce qu'il y a aussi parfois simplement des faiblesses naturelles. Et s'il y a des athlètes pour qui on doit faire plus attention, mettre plus l'accent sur la prévention plutôt que sur la performance. Son âge, tu l'as? 20 ans cette année. Son potentiel? Top 100, clairement. Minimum. Bien mieux que top 100 ou entre 50 et 100? Non, entre 50 et 100, je pense qu'on peut l'affirmer. Ouais. Et la joueuse précédente, Timofeva? Pour moi, c'est pareil. C'est un profil très différent. Aussi dans les capacités physiques, dans le mindset, très différent aussi. Ouais. Dans la manière de s'exprimer sur le court aussi. Tout est très très différent. Mais j'aime aussi beaucoup. Je pense que les deux ont un gros potentiel. 4e joueuse? Yana Kolodinska. Yana Kolodinska, la Biélorusse. Hein. Exactement, ouais. Donc c'est le même âge. Je crois que les 3 filles ont le même âge, donc c'est une vingtaine d'années. Ouais. Un peu redescendue au classement, elle doit être 350, non? Alors elle n'est pas redescendue, elle fait que monter, mais elle est autour, entre 300 et 350 actuellement. Et là, alors elle, c'est quelqu'un qui a eu des trous dans son entraînement physique, donc il n'y a pas eu vraiment un entraînement physique
permanent, je dirais entre 15 et 20 ans. À cause de quoi? Des problèmes d'infrastructure, de staff et des choses comme ça. Après, si, comme Daria, tu disais, la personne est pro et en veut fondamentalement, elle le fait d'elle-même, non? Évidemment, je pense qu'il y a des prises de conscience. Je ne connais pas parfaitement l'historique encore non plus de chaque joueuse. C'est clair que si Yana avait voulu travailler dur, seule, elle aurait pu le faire. Là, je pense qu'actuellement, il y a une prise de conscience et un besoin fort de progresser physiquement qui se fait ressentir pour pouvoir aller chercher le haut niveau. Et elle travaille là-dessus. Donc Yana, potentiel, enfin déjà profil physique, aérienne, terrienne, longue à la détente. Non, alors c'est une joueuse très différente parce qu'elle est plus grande. Donc c'est une joueuse qui va pouvoir jouer sur des rallyes beaucoup plus courts avec de grosses performances au service. Par contre, c'est quelqu'un qui est faible physiquement. Et là, tout le travail qu'on fait actuellement, c'est sur l'intensité du jeu de jambes, parce que c'est une joueuse qui n'est pas intense, et sur la capacité à créer de la tension musculaire dans le corps. Qu'est-ce donc? La capacité à mettre de la tension dans le corps, à trouver ce qu'on appelle du déclenchement. C'est quelqu'un qui joue uniquement dans l'élan. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour ses frappes, qui a besoin de temps pour se préparer, qui a besoin de temps pour frapper. Et c'est un temps qu'elle a malheureusement plus à disposition quand le jeu s'accélère. Et on doit travailler là-dessus. Et du déclenchement, c'est quoi? Déclenchement de la frappe, préparation de la frappe, déclenchement de la frappe, c'est tout ce qu'on appelle aussi la vitesse d'action. Okay. C'est là comme tout est un petit peu mou et un peu lymphatique comme ça, et ben là on doit créer de la tension, on doit créer de l'explosivité. Donc tout faire plus tôt quoi. Tout déclencher plus tôt peut-être, non? Tout faire plus vite et aussi avec un maintien corporel plus élevé. C'est les deux éléments, c'est le maintien corporel et c'est la vitesse d'action aussi. Sacré programme. Cinquième joueuse, Carole Monet. Carole Monet, oui. Pardon, potentiel de Yana. Potentiel de Yana, assurément un qualif de Grand Chelem, c'est sûr. Et je pense qu'avec un bon travail de progression sur le service, donc un projet sur le long terme de développement du service, on peut espérer aller un petit peu plus haut aussi quand même. Parce qu'elle sert assez bien et c'est une arme qui n'est pas encore assez exploitée, tu penses? C'est déjà l'arme qui lui fait gagner majoritairement ses matchs, mais c'est une arme qu'elle peut développer encore, je pense, de manière plus ou moins illimitée. Belle. Carole Monet. Carole Monet, encore un profil très différent, plutôt terrienne du coup, aussi extrêmement professionnelle, qui a travaillé de manière assez particulière au niveau du physique, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas forcément avec des phases. C'est quelqu'un qui a travaillé de manière constante dans le temps et qui s'est construit un physique très très fort avec cette manière de faire. Très bien. Potentiel Max? Max, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est aussi une joueuse qui a le potentiel pour rentrer dans les 100 meilleures joueuses du monde assez vite. Allez là, on y croit. On a fait le tour ou j'ai oublié de te poser une ou deux questions? Non, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, tu nous représenteras sur le cours du coup les machines de guerre et les spécificités du coup des résultats des tests de Sofia. Parfait, on fait ça. Merci Lio. Lio, est-ce que tu peux me redire les 3 tests que tu viens de faire à Sofia dans l'ordre? À quoi ils servent précisément toi dans ton analyse? Alors on a essayé d'avoir une analyse complète de la vitesse. Le premier test c'est un 10 mètres arrêté. C'est un test qui est utilisé dans la plupart des sports collectifs. Un des tests qui est utilisé dans la plupart des sports collectifs. Et on mesure la vitesse de démarrage et le début de l'accélération. Tu en as pensé quoi sur elle précisément? Globalement les 3 tests sont légèrement en dessous de la moyenne en termes de vitesse. Donc je pense qu'elle a travaillé dans tous les domaines. Le deuxième c'était quoi? Le deuxième, c'est un stop and go, donc c'est un test avec changement de direction. C'est un des 2 tests utilisés par la Fédération française de tennis. C'est intéressant parce qu'ils ont beaucoup de data, donc on peut vraiment se faire une idée bien précise de la performance. Et je dirais, des 3 tests, c'était peut-être le moins bon test, avec beaucoup de difficultés au niveau des changements de direction. Et le troisième servait à quoi? Le troisième, c'est un test d'agilité, qui est plus une évaluation de la capacité de l'athlète à varier entre les petits pas et les grands pas. D'accord. Donc vous, à la Fédé Suisse, chez Swiss Tennis, vous piquez les tests de la Fédé française? Pas du tout. Moi, je pique les tests de la Fédération française. Swiss Tennis a ses propres protocoles, des tests qui sont quasiment similaires, avec leurs propres data. Ils demandent un peu plus de matériel, ils sont plus difficilement mis en place. Donc, par souci pratique, j'utilise la Fédération française de tennis. Et tu prends des exercices ou des tests comme ça, un peu des 4 coins du monde? Tout ce qui est intéressant, tout ce qui peut être justifié, justifiable, qui a du sens, qui peut être interprété, je vais le prendre absolument. Ouais. For sure.
Ok, merci. Hi, my name is Sophia Sewing. I'm from Miami, Florida, and I'm currently ranked 477 in WTA rankings. Thank you, Sophia. Okay, so we just spent 2 days here in Neuchâtel, Switzerland, because Edge has facilities for you to train in terms of physical training and tennis also. Yeah. Could you tell us what you've done and what you thought about it? Well, for the last 2 days, I've been doing my fitness here in this lovely gym. I've been training indoors facility because it's been raining, which is great. There's outdoor clay, indoor hard. So I've been training quite a bit with my coach, with Lionel as well, doing fitness and yeah, just getting ready for my tournaments this summer. You already have a physical trainer, so how is it to discover how Lionel works and try to mix both of them? Yes. I think I'm really always very open to new ideas and to new people. So I really appreciate all the help that he's giving me. He's also doing my plan with me and implementing new things that he thinks are good for me as well, which I really appreciate. And yeah, it's been awesome. What did you think about the test that he did with you? Today was a little harder for sure, a speed test, but it's really good. It gives you a lot of information about kind of where you are and everything, how strength in the legs, how fast you are, where you can improve. So I liked it a lot. And how are you physically generally? Like, is it a strength for you, or is it something that you know you need to work on? How do you Rate myself? Yeah, that's it. I think as a base, I'm always pretty good. I think you can always improve. You're never going to be perfect in fitness level. Always can be improvement. I think for me, it's mainly kind of movement on court and how to position myself, you know, a little faster on court, and also strengthening in my legs always is good. But yeah, I think it's good. Yeah, because you had quite a long injury on your knee. Yes, in 2018, I was out for a year with my knee injury, so I'm kind of always doing prevention things and just trying to strengthen my right leg as much as possible to prevent anything else from happening. So you were number 9 junior when you were young. Yes. Younger. Younger. How things are going? I guess you were expecting to be maybe higher, faster. Mm-hmm. How do you handle that, and how is it going for you? Yeah. I think as soon as I stopped my junior career, I immediately got the 1-year injury, which was hard to come back from. It definitely took me around a year to be able to feel confident again in my movement and, you know, trusting my body, being able to feel in rhythm again. It was a long time I couldn't even train. And then finally when I did, COVID kind of hit. So again, it was kind of a setback. So it's been kind of difficult with factors, but I'm not the only person who's had to overcome COVID for everybody, and everybody has been injured. So I think it's a personal journey for everybody. And, you know, as you get older, you mature more. I enjoy it more now than I did before. And honestly, I just like to enjoy what I'm doing. And I think I've been progressing quite a bit lately, and I'm really happy with it. So, yeah. Nice. Do you give yourself a certain time to kind of explode or reach higher ranking, or how do you... what's your perspective mentally? I like to set, I would say, small goals in terms to get to bigger ones. I think if you just flat out say, yeah, I want to be top 50 by the end of the year, but okay, how do you get there? What is the steps you have to take? So I like to focus on smaller things, and then you wake up one day and you realize, oh, wow, I've actually, you know, accomplished quite a bit in the past. I think my main focus for me is always to try to stay healthy and injury-free, and just every time I get on court, try to improve. I don't think I'm such a person to focus on results. I think it's kind of what you do on court and what you do on a daily basis that you improve in the long run, and then all the results come with that. Do you have a time limit, or you just go with the flow? I mean, I would like to be in a certain place by the end of this year. I've been working a lot with my coach this year, and I think we both have similar goals. Both in singles and doubles as well. I have pretty big goals, and I think by the end of the year I'll be in a much better place. One cool thing, I mean, different from the tour, is that you're still studying. Oh, yeah. And you're a senior. You're about to graduate in 1 year. Can you tell us more about that? Why that choice, and how do you deal with the tour?
Well, I've been online schooled since I was 10. My parents took me out of school really young so I could focus on tennis and travel and, you know, train many more hours. So I think I'm pretty accustomed to the online studying life, which is good. I mean, I think if you just get into it at a later age, it's maybe more difficult. But my mom is also a teacher, so yeah. So for me, What is she teaching? well, now she's promoted, but before she was a middle school teacher for many years. So when I was homeschooled, obviously I had my mom to help me, so it was great. But I think it's really important to have other things besides tennis, because when it gets too much, I mean, for me, it's like you really never know what could happen. You could be in a car accident tomorrow, and then you don't have a degree. What are you gonna do? So I enjoy studying a lot. I want my degree, maybe my master's. We'll see. But it teaches you responsibility also on tour. You know, I don't just train and then I get to go back and just watch Netflix for 5 hours. Like, I have to study, but it's good. It keeps your brain active all the time. Right, and that was good opportunity because you told me that University of Miami. Yes, I was in University of Miami. Yeah, they gave you scholarship after attending Yes. a semester. Yeah, when I finished juniors, so it was a good experience for me, and it kind of gave me a taste of like real life for a little. I got to go to school, which I hadn't done since I was 10, so it was cool. But yeah, and I'm just continuing my studying and be done soon. Even though your mother wants you to do my masters, but we'll see. Okay, Hopefully you'll not see. too long. Okay, last two things. How will you implement the age facilities in your season? How do you? What is your vision about that? Well, I think it's great that Edge has so many bases in Europe, really. So I plan to be here pretty much the majority of the summer and play a ton of tournaments. So I hope that, 3-4 tournaments I play, I can have a week to come here and train and, kind of regroup and recharge, and just it will help me maintain a kind of a home outside of home, while I'm away for so long. So it's been great. It's awesome. Are you also using the statistics of Fabrice, or is something that you are not so into? No, it's not something I'm not into. I haven't really spoken too much about it, but it's definitely something that I'm interested in for sure. I think any little thing can help for sure. So yeah, it's great. Last question. I think you're dating a tennis player, Yes. Ulysse Blanche. Yes. How long have you guys been together? We're going on almost 4 years now. Yeah, a long time. But we've known each other since juniors. I met him when I was 15. Okay. So yeah, we've known each other for a while, but dating, yeah, almost 4 years. And how do you do being all the time? I mean, most of the time away from each other. How do you do that? I mean, I don't think you could do it with somebody who's not maybe an athlete or who's not in tennis, especially because tennis is a very demanding and unique sport. But considering that we both play and we both know the lifestyle, of course it's difficult, but we both make a lot of effort to see each other all the time and play tournaments close to each other. And honestly, I think I love it. I mean, we both get to explore the world, travel all the time, and we're never that far apart or that long without seeing each other, so we make it work. Are you trying to select the tournaments close to each other? Yes, especially him. He tries a lot. He loves to play in the States, and I live in Miami. So he comes a lot, and then he'll come to my house, and we'll see each other always, or I go to tournaments with him. He comes sometimes with me, and we make it work. What's his ranking right now? I couldn't tell you right now. I think it's 3 something, but he was like 220, 210, so yeah, he's doing really well. Nice. His brother is part of the Dali of the but he has Edge 2 team. brothers. Ah, okay. 2 brothers. Darwin as well is doing really well, but yeah, Dali's also my Edge family, so it's awesome. Keep it close to home. Nice. Thanks for taking time. Thank you. Thanks for the content for the last 2 days, and wish you the Really best. nice. Thank Take you care. so much. Bye. Thank you. Hi, Greg. Nice to meet you. Hi, nice to meet you too. Can you please tell us who you are and where you come from? Okay, I came from Hungary. I was a pro player back in the day, and after when I quit playing as a pro player, I became right away a coach with tour players. And over the 16, 18 years, I've been working with professional players, female and male players, juniors as well. And I'm doing since many, many years. I'm traveling a lot, so this is my daily job with pro players. So now you're with Sofia Sewing. How did you guys connect?
Well, our story started back in 2018. We met on a tournament in Tunisia. I was there with one of my players, and they played doubles together. So we got along really well at the tournament, and we made a good friendship, and we were like keeping the connection over the years. I was giving them some advices about Sofia's tennis, and later on, a couple of months ago, they called me and they asked me if I'm free because they wanted to take it to the next level. So, and I said, yes, I'm going to be free in a couple of weeks. So this is how we started. I think you connected with the father drinking couple beers at the bar, right? Yes, exactly. That was the beginning of a friendship. Yeah, I cannot deny that for sure. And the beers always makes friendships. So this is how we started. Yes, but it was not the beer. I was kind of actually. They had a good energy, so I was always open-minded with people. So this is how we started. Yeah. And you used to coach. You used to play on tour and then coach your wife, who was 30 in the world, right? Yes, exactly. So in the last 2 years, before she stopped playing, she was stopping playing. I was coaching her. Yes, I was not traveling with her. I was back in Budapest, so I was working with her on a daily basis. And then after when she quit playing, later we got married. And this is a great support for me from her because she understands everything. So when I'm on the way with players, she understands what about, and she supports me. Yeah, because it's a intense life. You have 4 kids. You're always on the tour. What's her name actually? Your ex-wife? Do we know her? Yeah, her name is Petra Mandula, Okay. and she was number 30 in the world and 13 in doubles. And What did she win like as a title? What's her best result? So in singles, she played quarters in Roland Garros and she played semifinal in Australian Open in doubles. She won multiple titles in ITF titles, and she did well on WTs as well. Nice. And now she coaches? No, she coaches our kids at home. She's taking care of the kids. She's a housewife, and that's a full-time job for her. Okay. And you're 45 years old, right? Soon. Couple of days, yeah, I'm gonna turn to 45. Yeah. Nice. So what's the plan with Sofia? What's your vision, objectives? Can you tell us more about what's coming next? Well, when I started with Sofia, and I saw we have to improve the fitness part, the strength, because I believe there is a difference between ITF level and WT level. And in these days, and especially in tennis, I think there's a big improvement and big change on the strength and the fitness with every player. So that was the first part when we sat down and we were talking about the plans and what we would like to do and what we like to achieve in short terms and long terms. So we are focusing a lot on the fitness part, and also so she has already the tennis. She was number 9 on the world in juniors, so she has already the shots and everything. So my job is try to maintain what is working really well and try to build in some new things, mostly about like game plans and positioning on the court, and also try to combine with the strength. So I like to build up things from the beginning up to certain levels. So I think right now we are reaching the first level what we want to reach, and in the last couple of months the results are showing we are on the right way. So the next level is to try to play a smaller WTA tournaments and higher level ITF tournaments, 60Ks and 80Ks, and try to catch up with those players ranked around 200, 300 in the world, try to make semifinals and finals or winning some ITF titles. She's 24 soon, I think, and 477 in the world. Isn't it too hard, you think? Because we know that the years between 19 and 22 are very, very important. She used to be number 9 junior in the world. What's your vision in terms of ranking, age, objectives? Well, yes, she's 24 years old and she's 477 on the world, but we need to know she had an injury with her knee, and that's why she was losing a year almost. So I don't see any problem at this time
because the prevention and all the sports science are developing very fast, and we have a lot of knowledge behind. So I don't see problem with the ages. To catch up and improve the ranking, that's not the easy job in these days. But I believe we set the goal for the next year to try to play one of the Grand Slams, the quali. I think it's a good goal to achieve. And I see her beating those 200 girls in the world, and this is can give us like more confidence and help us to achieve a higher level of fitness and strength. And you never know in tennis, and this is what I like with girls, because when you're working hard with a girl, and once they get the feeling, they get the confidence, they can improve the ranking really short period of time. And had another question, obviously, that I forgot in the meantime. Yeah, her maximum potential, what do you think it is? Even though you're gonna say there's no roof, what's your intuition? Well, if I would know what is going to be her best ranking, then I would lie, because there's only one man on the earth or person on the earth who knows what's going to happen. This is not me, this is God. So You believe in God? Yes, I am. I'm a believer. Yeah, I'm a Christian. And so what I know is that the consistent work with the good planning, with good scheduling, with a good mindset all the time, I think can give us like a great success. I can see her in the top 100, but for sure we have to do a lot of work until get there. She has the potential. If she's not going to get any injuries, and we can pick always the right tournament in the right time, I think she will make it. I believe she will make it. Nice. So it's been a couple of years you know tennis and being on tour with yourself. You were 800 in the world, right? Yeah, I was around 800, yeah. And your wife coaching and traveling since many years. What do you think about Edge Agency? Have you ever seen that kind of company before? And even if you've seen it before, how do you actually consider it in the project of Sofia? Well, there's a thing out there, and we have to be very honest with this thing. Tennis is really expensive sport, and to be able to make it to the top, you need to have a financial support, because you must have the proper coach, you must have the proper fitness trainer, you must have a certain amount week where you know you were able to make it, for example 25-30 weeks a year, and everything is getting more expensive, flights, hotels and food and everything. So if you don't have the financial support from parents or from sponsoring company, right now I believe it's impossible to make it. So what I know about Edge, they are very precise on supporting players, and they are very organized with their thing, what they do. And I think Edge is one of the best company out there who's focusing on the lower ranked players and try to pick them up and then help them to take it to the next level. And they give the financial support for the players and trusting them with their coaches and with their thing, what they do. That's the great thing in these days. Nice. How many weeks per year do you travel? Well, when I'm working with a player, I have not set any certain week. And I always say, whatever you need me, I'm there. For sure, I have a family there, as you said, 4 kids, and they need me at home as well. But for me, it's a passion. And I have also a goal to reach as a coach, not just like I'm being there and I'm just watching the match and I go home. So for me to travel as many as possible, as many as I can, it's not a problem. And I believe in these days the players can have the coach as many weeks as possible. It's more beneficial. And what are your goals as a coach?
Definitely having a player and build a player and compete on Grand Slams and reach the highest rank as possible and try to stay long as possible on the top level. Even though coaching is your passion, how do you deal with the kids that you must be missing, right? Yeah, thank for the internet and thank for the FaceTime and WhatsApp, so they can see me. And I have a beautiful wife, and she's taking care of everything. And we have a great guidance from the Lord. So the job is done. I just have to call the kids and say everything's okay. Daddy is here and Daddy is there, and ask about the daily basis. But we have a trust for each other, and everything is working well. Nice. Thanks, Greg. Thank you so much. And wish you the best with Sofia. Hein? Of course. Vamos. Vamos. Thank you. Allez, chaud, comme ils disent. Hop, hop, hop.